Eh bien voilà, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme vous le savez, le chemin de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce que nous en avons marre qu'on parle de nous comme ça, mais contre nous chaque fois. Et nous savons que ça fait trop longtemps que les autres parlent de nous, mais pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, c'est aux Africains, aux filles et fils d'Afrique, eux-mêmes de prendre à bras le corps leur destin, sinon de parler d'eux-mêmes pour leurs propres intérêts, sinon pour la renaissance du continent, pour que l'Afrique puisse comme ça là rattraper les autres et trouver sa place dans le concert des continents. Aujourd'hui, un thème très important, le panafricanisme au XXIe siècle et la renaissance africaine. Nous entendons ces concepts, mais qu'en est-il? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Sur quel pied devraient danser les Africains aujourd'hui? Et qu'est-ce que les Africains devraient comprendre des enjeux du moment? C'est ça qui nous réunit sur ce plateau de convergence et révolution culturelle chaque fois. Aujourd'hui, un poids lourd du combat panafricain qui nous vient du Sénégal, sinon même des États-Unis d'Amérique, et qui va donc nous édifier sur ce thème très très important, le panafricanisme au XXIe siècle et la renaissance africaine. Professeur, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, ça nous fait du bien de vous voir en fait de visu, parce qu'on a longtemps discuté avec vous sur les réseaux sociaux grâce à la science et la technologie. Quelle impression ça vous fait d'arriver aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Alexis, tout d'abord, c'était vraiment un honneur d'être ici sur ce plateau où mon grand frère, le professeur Théophile Obenga. Théophile Obenga. N'est-ce pas? C'est un grand honneur d'être ici et c'est vraiment un plaisir immense enfin, depuis 2015, je te connais par Internet et c'est un plaisir immense d'être là avec toi, en os, en chair et en os, en train de parler. Mais c'était un plaisir, c'est un honneur aussi d'être ici, n'est-ce pas, en terre congolaise, n'est-ce pas? Et au passage, au nom du président du comité international du mouvement fédéral panafricain, M. Adama Samasekou, je voudrais saluer justement les autorités de ces pays-là et leur porter le message d'Adama Samasekou, n'est-ce pas, comme quoi nous serions honorés un jour de les rencontrer de manière physique pour leur expliquer ce que c'est que le mouvement fédéral panafricain, en quoi son intention est de renforcer leur pouvoir, n'est-ce pas? Donc, je salue aussi le peuple congolais, n'est-ce pas, qui est là, un grand batailleur, vous avez eu de grands. D'ailleurs, le chant qu'on a commencé avec Franklin Bukaka est un de mes idoles en termes d'art, n'est-ce pas? Et donc, je me sens honoré, je me sens vraiment honoré d'être ici. Très bien, mesdames et messieurs, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Alors, professeur, s'il vous était donné de dire par vous-même qui vous êtes exactement, afin que les Africains sachent sur quel pied danser, que diriez-vous? Je dirais que mon nom est Diomaye Ndongo Faye. Certains d'entre vous diront que c'est local. Ici au Cameroun, oui, les Ndongo, on a ici. Voilà, voilà, il y a même le ministre de l'enseignement supérieur, son nom c'est Ndongo, par exemple. Donc, mon nom, c'est Diomaye Ndongo Faye. Je suis né au Sénégal il y a 67 ans de ça, n'est-ce pas? Je suis un politologue qui a fait sa thèse de doctorat sur le panafricanisme et les stratégies de développement politique. Parce que le panafricanisme, c'est un outil pour le développement politique des Noirs, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat. Je suis un membre fondateur de ce mouvement que nous appelons mouvement fédéraliste panafricain en construction, n'est-ce pas? Et je suis un politologue, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Le mouvement fédéraliste panafricain, c'est vrai que depuis 2015, on discute avec vous, on échange avec vous sur les réseaux sociaux, grâce à la magie de la science. Mais quel est-il exactement? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce que vous cherchez à travers ce mouvement? Le mouvement fédéraliste panafricain est une coalition des citoyens et citoyennes, leur organisation, je veux dire bien sûr, pour permettre l'accélération de l'unification politique des pays africains. Ah. C'est ça son objectif. Il a un seul objectif et unique objectif. L'unification politique des pays africains, n'est-ce pas? C'est ça, on utilise bien pays africains, pas État africain. Des pays africains. Des pays africains.
Très bien. Maintenant, pour que ce soit clair dans la tête des uns et des autres, l'unification politique des pays africains, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de manière claire, que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des domaines de souveraineté où nos États ont des limites objectives pour les gérer. La question de la diplomatie, la question de la monnaie, la question de l'armée en général, par exemple, la question de la dette. Nos pays, n'est-ce pas, ont des problèmes objectifs pour gérer ces éléments qui pouvaient être éléments comme facteurs de développement, mais qui sont plutôt devenus des facteurs d'asservissement aux autres puissances. Donc, quand on parle d'unité politique, ça veut dire qu'on est en train de demander au peuple congolais de mutualiser la gestion de ces portions qui causent des problèmes à nos États pour pouvoir être vraiment bien fonctionner, n'est-ce pas, de les mutualiser et de former un État fédéral. Et cet État fédéral-là sera pour eux, par eux. Pour eux et par eux. Ceux qui vont diriger seront élus par les peuples congolais, sénégalais et tout cela. C'est eux qui vont payer directement des impôts à cet État fédéral-là. Donc, l'unité politique n'est là que pour soulager les États africains. Si les États africains étaient viables, si les États africains pouvaient faire tout ça, on n'aurait pas besoin d'unité. Ils pourraient continuer à exister comme ils existent. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème justement de capacité de gestion de ces éléments. Aujourd'hui, le Congo a des difficultés pour avoir sa monnaie. C'est clair. Aujourd'hui, le Congo a des difficultés pour que quand ces diplomates parlent au Conseil, aux Nations Unies, n'est-ce pas, qu'ils peuvent taper sur la table et tout le monde les écoute avec attention. Le Congo n'a pas de droit de veto. Non, du tout. La même chose que le Sénégal, d'où je viens. Mais nous voulons que les Africains, cette Afrique-là dont tout le monde parle, et qui n'existe pas politiquement, qui n'existe pas économiquement, nous voulons qu'elle existe politiquement et économiquement afin de pouvoir imposer au monde sa volonté, pas pour opprimer le monde, n'est-ce pas, mais pour humaniser le monde. Pour humaniser le monde, n'est-ce pas, et sauver l'homme sapiens de sa propre destruction. Mais en clair, le mouvement fédéraliste panafricain, c'est qui et qui? Le mouvement fédéraliste panafricain, c'est les comités nationaux. Il y a une soixantaine en ce moment de comités nationaux. À travers le continent. À travers le continent et la diaspora. Nous n'avons pas d'illuminés. Pas de gourou là-bas? Non, nous n'avons pas de gourou. Nous avons les peuples. Nous organisons des coalitions. Ici au Congo, par exemple, nous avons un coordinateur national qui s'appelle Franck Chikaya, par exemple. Pour l'Afrique centrale et l'océan Indien qu'on a mis ensemble, il y a un coordinateur régional qui s'appelle le professeur Charles Mbele du Cameroun, par exemple. Le rôle de Franck ici, c'est de créer une coalition de tous les partis politiques, de toutes les organisations de société civile, toutes les organisations de la jeunesse, qui veulent travailler ensemble pour sortir le Congo, n'est-ce pas, de la dépendance de l'extérieur pour avoir une monnaie, n'est-ce pas, qui veulent aider le Congo, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, ou en tout cas, dépendre d'une diplomatie que le peuple congolais contrôle. Alors qu'aujourd'hui, ils veulent donner aussi au peuple congolais le moyen de dire, avoir quelque chose à dire sur combien vaut une banane dans le marché, n'est-ce pas? C'est les Français qui décident du coût des bananes ici. Évidemment. Parce que c'est eux qui décident la valeur du CFA, les électeurs français. Nous subissons cette dictature depuis trop longtemps. Exactement. Donc, nous, n'est-ce pas, nous ne sommes pas des individus, des illuminés, de tout ça, parce qu'il faut une conscience populaire pour créer un État fédéral qui sera légitime aux yeux des gens. Donc, nous sommes des coalitions nationales en formation. Ce que Franck dit aujourd'hui s'appelle le Comité national de coordination des activités de création de la coalition MF. Ce qu'il y a au Congo ici, votre représentation. Voilà, ce qu'il y a. Maintenant, ce comité va contacter tous les partis politiques, pouvoir, opposition et tout le monde, toutes les organisations de société civile, syndicats et tout ça, organisations des jeunes et des femmes. Et après avoir effectivement eu l'assentiment de ceux qui veulent aller ensemble, appeler à ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive de la coalition Mouvement fédéral panafricain. En ce moment, quand cette coalition sera créée,
nous irons au ministère de droit pour demander une reconnaissance de cette association qui s'appelle Coalition. Entre-temps, n'est-ce pas, nous ferons tout pour rencontrer le président d'Aziz Sassou Nguesso, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'intégration africaine et tout cela, pour avoir une discussion, une compréhension, comme j'ai fait au Tchad. Vous l'aviez fait au Tchad. Vous avez fait au Tchad, n'est-ce pas, où j'ai rencontré effectivement le ministère des Affaires étrangères pour expliquer et qu'ils ont vraiment bien apprécié ça, par exemple. Une chose, professeur, est d'avoir une organisation structurée, des textes. Une autre est d'avoir des hommes. Lorsque vous dites que c'est depuis 2015 ou bien depuis quelle année, lorsque vous dites que vous faites des choses et d'autres, que vous visez, vous avez pour objectif, mesdames et messieurs, de rencontrer les gouvernements, les chefs d'État. Qui êtes-vous? C'est-à-dire là-bas dans l'organisation, dans le mouvement fédéraliste panafricain, quelles sont les figures qui sont là-bas, qui peuvent rassurer comme ça l'opinion pour qu'on vous prenne au sérieux? Vous savez, le mouvement fédéral panafricain, n'est-ce pas, a plusieurs types de niveaux, plusieurs types de personnalités qui sont impliquées dedans. Ah, c'est ça ce que nous aimons. Nous avons ce qu'on appelle les présidents d'honneur. C'est des anciens présidents en exercice, comme Alpha Omar Konaré, comme Pedro Pires, par exemple, comme Goukouni Wedé, par exemple, comme Thabo Mbeki, comme... super, super. Qui sont les présidents d'honneur du mouvement, n'est-ce pas, qui, effectivement, vont dialoguer avec leurs anciens, les chefs d'État, n'est-ce pas, pour leur expliquer, pour leur présenter le mouvement, n'est-ce pas. On a aussi ce qu'on appelle les champions, n'est-ce pas. Théophile Obenga est un des champions de ce mouvement-là. Lupushi du Congo, en RDC est un de ces champions. Le fils de Marcus Garvey est un de ces champions. Ce sont des personnes qui ne sont pas impliquées politiquement dans leur pays, n'est-ce pas, mais qui ont une crédibilité dans le monde africain en général, n'est-ce pas, à qui on peut écouter, à qui vraiment ont une sagesse, n'est-ce pas. On a aussi ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les ambassadeurs et ambassadrices. Ce sont les grands footballeurs, ce sont les grands musiciens, les stars. Les stars, effectivement, qui peuvent prêter au mouvement une partie de sa vie, de leur visibilité. On a par exemple Tikendia Fakoli, on a par exemple Didier Awadi, par exemple, n'est-ce pas. On a par exemple Samuel Eto'o, que je devais rencontrer quand j'étais au Cameroun, mais parce qu'il était en déplacement, pour en faire, n'est-ce pas, un des trucs. On a un de vos ambassadeurs. Pour ceux qui connaissent le reggae, Mouta Baruka, de Jamaïque, par exemple, est un de ces champions de ce mouvement-là. Donc, on a ça. Mais on a aussi ce qu'on appelle un comité international préparatoire du Congrès fédéraliste panafricain. Et celui-là, un comité international préparatoire du premier Congrès fédéraliste panafricain. Du premier Congrès fédéraliste panafricain. Le pré-congrès, nous l'avons tenu à Accra en 2018. En 2018. Il a été ouvert, présidé par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Par lui-même, le président du Ghana. Par lui-même, c'est le président du Ghana. Là, ça devient très sérieux. Le président du Sénégal, le président du Burkina Faso, le président du Mali avait envoyé des représentants, la représentation diplomatique était là. Il y avait plus de 800 panafricanistes à travers le monde. 60 pays africains étaient représentés. Pendant 5 jours, on a travaillé sur comment lancer l'appel pour ce congrès-là. On est arrivé justement à un appel pour lancer le congrès, n'est-ce pas? Maintenant, le siège du mouvement à ce pré-congrès, on a décidé que le Mali sera le siège du mouvement fédéraliste panafricain. Le Mali. N'est-ce pas? Où le mouvement, ce comité international est reconnu légalement comme une organisation, comme une association qui existe légalement au Mali, reconnu comme comité international au niveau du Mali. Et la personne qui dirige ce comité international s'appelle Adama Samasekou, que j'ai salué au départ. Il était ancien ministre de l'Éducation sous Alpha Omar Konaré, par exemple. Moi, personnellement, ma petite personne, c'est le secrétaire général de ce mouvement. Oh, vous êtes un poids lourd, malgré la modestie. Professeur, l'organisation est là, bien structurée, les hommes qu'il faut. Mais est-ce que, vous savez, la terreur des gouvernements africains, la terreur des chefs d'État africains, c'est aussi de savoir, de craindre que vous soyez, au finish, une opposition politique. Est-ce que le mouvement fédéraliste panafricain, dont vous êtes le secrétaire général,
n'a pas pour ambition ou bien pour objectif d'être opposition politique des différents États africains? Excellente question, Alexis. Merci bien pour cette question-là. On a intérêt à y voir clair. Parce que, vous savez, n'est-ce pas, un panafricaniste ne peut pas être un opposant comme ça sur la base du panafricanisme. Ah. Non, ça c'est différent. Nous, n'est-ce pas, nous sommes un mouvement non partisan. Nous sommes un mouvement politique, mais non partisan au sein des affaires intérieures des États africains. D'ailleurs, on a eu un papier qui explique pourquoi nous ne impliquons pas dans les politiques domestiques des États. Donc vous n'êtes pas là pour critiquer la gouvernance, elle soit bonne ou bien mauvaise. Au contraire. Ce n'est pas votre affaire. Oui. Celui ou celle qui parle au nom du mouvement fédéraliste panafricain, qui critique un chef d'État africain, tout de suite est dégommé de sa position. Ah. Tout de suite. Pas d'hésitation. Deuxièmement, un leader du mouvement, le coordinateur du comité national du mouvement, dans un pays ne peut pas être connu comme étant un leader politique dans ce pays-là. Quel que soit, même s'il n'est pas leader, qu'il est bien connu comme étant membre d'un parti politique. Il doit être soit une société civile ou un individu qui peut-être fait partie d'un parti, mais que personne ne connaît. En tant que, comme ça, la personne, quand elle parle, elle ne donne pas l'image que c'est au nom de ce parti-là. Donc, cette personne-là doit être une personne qui n'est pas partisane, politiquement. Toutes les autres personnes peuvent occuper des fonctions à l'intérieur du parti, ça n'est pas le problème. Mais la personne qui représente l'image du mouvement fédéraliste panafricain ne peut pas donner l'image d'un individu partisan. Pas du tout. Donc, dans ce sens-là, ce pourquoi nous nous battons n'a rien à voir avec la gestion des ressources de nos pays. Absolument pas. Je parle de ressources politiques aussi bien que de ressources économiques. Ce pourquoi nous nous battons, ça a à voir avec, n'est-ce pas, l'ingérence, le contrôle étranger de la gestion de nos ressources. Ce qui, n'est-ce pas, nous appauvrissent, ceux qui profitent de nos ressources. Nous voulons que les Africains reprennent position, ça veut dire leur souveraineté, c'est-à-dire la capacité de se choisir des politiques, n'est-ce pas, et non, je veux dire la liberté de se choisir des politiques et la capacité de les mettre en œuvre, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. Exact. Nous sommes un mouvement pour la souveraineté, la restauration de la souveraineté et de la dignité des Noirs aussi, n'est-ce pas? Donc, si tu es pour ça, ce n'est pas le président Macky Sall qui sera ton problème. Non. Ce n'est pas le président Paul Biya qui sera ton problème. Ce n'est pas le président Denis Sassou Nguesso qui sera ton problème. Non. C'est ce qui empêche le Congo, justement, les Congolais, de pouvoir bénéficier de leur souveraineté et pouvoir transformer les immenses ressources de ce pays en richesse pour multiplier à 100 fois leur niveau d'accès aux bénéfices actuels du 21e siècle. Hein? C'est à ça là que tu t'occupes. Mais nous aussi, ce qui fait une spécialité avec le mouvement fédéraliste panafricain, on ne critique pas la France aussi. Ah, vous ne critiquez pas la France? On n'a pas besoin. Nous nous sommes focalisés sur notre organisation personnelle. Parce qu'il s'agit de nous. Il ne s'agit pas de la France. Les Ivoiriens disent que si un margouillat entre dans un mur, c'est parce qu'il y a une fissure dedans. Exact. Pourquoi tu vas critiquer le margouillat au lieu de critiquer celui qui a fait la fissure? N'est-ce pas? La fissure, justement, c'est ça qu'on veut soigner. On peut donner au peuple africain le moyen de comprendre que nous avons une contradiction principale, comme le disait un certain homme, n'est-ce pas? C'est entre nous et ceux qui contrôlent et profitent de nos ressources, qui les exploitent et qui nous appauvrissent. C'est le problème, quel que soit le président, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois communiste, socialiste ou tout ce que tu peux dire, n'est-ce pas? Si tu es congolais, n'est-ce pas? Tu viens au pouvoir, tu veux effectivement avoir les mains libres et les moyens de tes politiques, n'est-ce pas? Et c'est ça que le mouvement fédéraliste panafricain dit que nous ne sommes pas du tout. Et nous, tous, tant que vous êtes, vous avez intérêt à travailler pour ça. Professeur, vous vivez aux États-Unis, vous êtes une grosse pointure, hein, un super cadre du combat panafricain. Vous êtes dans ce combat depuis très longtemps
et à travers le monde, hein, nous y compris, nous savons ce que vous valez en tant que secrétaire général. On connaît aussi votre passion pour l'Afrique, pour la Renaissance africaine. Mais d'où vient-il que vous soyez tellement simple, même trop simple, au point d'arriver incognito ici au Congo-Brazzaville, sans tambour ni trompette, et de vous retrouver sur ce plateau, alors qu'on aurait pu étendre comme ça, là, comment on appelle ça, le tapis rouge pour vous, et sinon jouer l'hymne national. Pourquoi vous êtes trop simple comme ça? C'est quoi cette histoire-là? Vous avez de l'envergure, on le sait très bien. Tout d'abord, permets-moi de te rectifier. Je ne suis pas un super quoi que ce soit. Je suis juste un Africain qui a assoiffé d'une seule chose. Le contrôle par les Africains de leur destinée. Ah. Je vis en Amérique et je sais ce que ça fait quand un peuple contrôle sa destinée. Je sais ce que ça veut dire. Très bien. Le temps est contre nous, c'est vrai que vous avez des choses à développer, mais si nous voyons bien, on a discuté avec vous longuement dans les coulisses, quand vous arrivez ici, quand vous avez une représentation ici, vous irez en même temps en RDC, rencontrer ceux qui sont là-bas, vous reviendrez ici où nous allons encore vous mettre en boîte pour une deuxième émission, vous allez vous adresser à la jeunesse africaine. Quand vous arrivez ici, vous n'avez les pouvoirs publics, les gouvernements, les chefs d'État, tout ce monde-là n'ont rien à craindre du mouvement fédéraliste panafricain? Absolument rien. Au contraire, nous sommes là pour travailler avec eux. Sans leur créer des problèmes? Mais on n'a pas, parce que ce n'est pas eux notre problème. Le vrai problème des Africains, ce n'est pas comment les ressources actuellement. Laisse-moi te dire, n'est-ce pas, beaucoup de gens parlent de corruption. Beaucoup de gens parlent de corruption. De corruption. Prenons cette question-là, n'est-ce pas? Quand tu regardes le rapport Thabo Mbeki, la quantité de ressources financières qui sont siphonnées du continent par les étrangers de manière illégale pour l'essentiel, est 10 fois supérieure à la quantité d'argent qui est perdue par corruption. Évidemment. Comment est-ce qu'un dixième peut empêcher un développement alors que les 9 dixièmes sont là-bas? Évidemment. N'est-ce pas? Ça peut être un facteur aggravant, n'est-ce pas? Mais quand même, pour celui qui a une petite intelligence, les 9 dixièmes sont le problème. Les ressources du Congo, si ça restait ici, n'est-ce pas? Vous aurez des routes pavées partout. Évidemment, on aurait tout. Des chemins de fer entre ici et Casablanca. C'est ça le problème. C'est pour cela que pour nous, ce n'est pas un problème. Et vous disiez que vous n'êtes pas là pour regarder aux symptômes, mais aux causes. Exactement. Nous sommes là, justement. Par exemple, je dis toujours aux gens, quand tu as le palu, n'est-ce pas? D'habitude, les docteurs disent qu'il y a 2 virus du plasmodium, le falciparum et le céphalex. N'est-ce pas? Celui qui cause le paludisme cérébral et le paludisme pulmonaire. N'est-ce pas? Et ce qu'il cause, c'est la chaleur du corps, n'est-ce pas, les frissons et tout cela. Toi, tu t'occupes à soigner seulement à des antipyrétiques pour diminuer là. Et tu espères que le palu va partir. Non, du tout. Non, il faut trouver le médicament contre le plasmodium, n'est-ce pas, pour pouvoir le soigner. Nous, on n'est pas là. Il y a des partis politiques déjà qui sont là, les organisations de société civile qui sont là pour les symptômes. Et laisse-les faire ça. Ça, c'est des questions nationales, purement nationales. Laisse les Congolais discuter de leurs problèmes nationaux. Laisse les Maliens discuter de leurs problèmes nationaux. Mais les Maliens, les Congolais, les Sénégalais ont un problème commun, qui est d'ailleurs le problème du panafricanisme, la restauration de cette souveraineté, la restauration du contrôle des ressources du pays pour pouvoir enrichir les résidents du pays par les étrangers. Professeur, au mouvement fédéraliste panafricain, vous parlez de la réunification du continent, sinon de cette fédération du continent dans l'espace d'une génération, bien dans moins de 10 ans, dans moins de 15 ans. En clair, c'est quoi? Nous ne comprenons pas trop bien. Vous savez, Alexis, n'est-ce pas, c'est important. Le mouvement fédéraliste panafricain dit que nous devons unir les États africains, maximum une génération, c'était en 2015. Comme disait Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Maintenant, quand Nkrumah le disait, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident à son époque. Ce n'était pas évident à son époque parce que ces pays venaient juste d'être indépendants et on n'avait pas encore testé leur capacité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, 60 ans après ce que Nkrumah disait, mais on a testé la capacité de ces pays-là. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un autre facteur. Quand Nkrumah disait ça, c'était la première guerre froide.
n'est-ce pas? C'était les deux blocs, Union soviétique et l'Amérique. L'Amérique a gagné en 1989-90, le mur de Berlin est tombé. Exact. Il y a eu une période d'accalmie de 10 ans, où il y a seulement une zone unipolaire. Un monde unipolaire, avec les États-Unis trônant à sa tête. Mais quelques années après cela, la Chine a percé le tissu. Exact. Et maintenant, tout le monde s'engouffre dans ce tissu-là. Donc le monde, aujourd'hui... Vous faites une très bonne lecture de la situation. Absolument. Le monde aujourd'hui, n'est-ce pas donc, du point de vue de cette bataille pour les ressources du monde, le contrôle des ressources du monde, il est multipolaire. Et tu sais qui est le gibier, le principal? Non. L'Afrique. Ah. L'Afrique est le Chacun aiguise son couteau. Chacun veut prendre sa part de l'Afrique. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle ruée vers l'Afrique. Quand tu regardes l'histoire humaine, ces mouvements-là de reconstitution du tissu géopolitique, de la carte géopolitique, n'est-ce pas, ça dure à peu près une génération. Ça a commencé en 1990, n'est-ce pas, 2000 à peu près, disons. N'est-ce pas, dans une dizaine d'années, ça va, la génération va commencer. En ce moment-là, quand elle va finir, tu auras une Sino-Afrique, une Franco-Afrique, une Turco-Afrique, une Indo-Afrique. On est en train de vivre déjà ces choses-là. Et ça, ce ne sont pas avec les armées, mais avec la dette. Avec la dette. Qui est légale. Qui est légale. Absolument. Et cette recolonisation... Mais qui nous tient à la gorge. Mais bien sûr, qui nous étouffe. Qui nous étouffe. N'est-ce pas? Sans nous tuer. Sans nous tuer. Sans nous tuer. Et cette recolonisation-là, justement, que le mouvement fédération panafricain dise qu'il nous faut arrêter cette ruée-là. Deuxièmement, on s'est rendu compte que nos États sont exigus, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas viables, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la jeunesse piaffe d'impatience d'en avoir marre avec cette forme de néocolonialisme qui nous... Donc les conditions objectives sont réunies, subjectives sont réunies, tout, n'est-ce pas? On connaît l'incapacité des États de faire ça. Ce n'est pas par manque de volonté que les chefs d'État ne font pas certaines choses, c'est juste les moyens qui ne sont pas là. Exact. On comprend que la jeunesse surtout est consciente de la nécessité d'un changement. Donc ce sont des conditions qui viennent, ce ne sont pas les hommes individus qui font l'histoire. Les héros de l'histoire, ce sont des gens qui enfourchent un cheval, qui est le cheval des conditions réunies pour faire le changement. C'est tout. Exact. Professeur, on aurait bien voulu continuer de vous entendre. On sait que, mesdames et messieurs, il y a à boire et à manger, c'est de grands enseignements. C'est ça qui nous ouvre les yeux. Comme disait quelqu'un, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ces vérités qui nous sont dites ici nous délivrent mentalement des chaînes mentales qui nous bloquent encore, qui bloquent notre développement. Professeur, vous arrivez ici au Congo, Brazzaville, vous irez au Congo, Kinshasa, en RDC, Kinshasa, Brazza et Zalimbo Kamoko, ce n'est qu'un pays, il n'y a que le fleuve qui sépare, sinon c'est un même peuple. Vous êtes dans le sanctuaire du professeur Théophile Obenga. Alors, nul n'étant prophète chez soi-même, s'il vous était donné de dire quelque chose, quand on dit Théophile Obenga, vous pensez quoi, professeur? C'est compliqué parce que Théophile Obenga, je pense à mon grand frère, personnellement, n'est-ce pas? Personnellement. C'est un ami, n'est-ce pas? C'est un grand frère que j'aime bien, on se parle souvent, n'est-ce pas? C'est un grand frère. Mais, n'est-ce pas? Théophile Obenga est l'élève de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, oui. N'est-ce pas? Théophile Obenga est aujourd'hui, quand on parle de fédéralisme, de la question de l'unité politique et la gestion de cette unité politique sous forme fédérale, pas sous forme unitaire, Théophile Obenga est certainement le cerveau, la matière grise aujourd'hui qui tient le flambeau de la matière grise. Exact. Donc, je suis... D'ailleurs, on devra le voir bientôt. Bientôt. On va chez lui. Au sorti d'ici. N'est-ce pas? Théophile, je l'ai connu. C'est un homme dont l'engagement pour cette cause-là, n'est-ce pas? Il n'est second à aucun autre engagement, même pas à celui de Cheikh Anta Diop. Très bien. Alors, professeur, c'est vrai que c'était, mesdames et messieurs, le panafricanisme au 21e le panafricanisme au 21e siècle et la Renaissance africaine, ce n'est qu'une introduction. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est pour que nous puissions planter le décor, pour que nous puissions comprendre les choses. Donc, on vous fera revenir ici, professeur, pour autre chose. Mais Félicien Adopassi, s'il était donné aussi, pour rendre hommage au professeur Théophile Obenga, en présence de son cadet, de nous faire revivre un extrait de son dernier passage ici, ce serait bien. Félicien Adopassi. Une valeur universelle. Voilà.
Mais dans leur histoire, l'homosexualité, homme-femme, femme-homme, etc., ou homme-homme, femme-femme, ce n'est pas une bizarrerie. Ah, chez eux. Chez eux. Pour l'Occident, ce n'est pas une bizarrerie. Même s'ils mettent l'accent aujourd'hui, ça a toujours été toléré, accepté, voulu. Depuis la Grèce ancienne, il y a des textes, il y a des représentations, il y a l'art artistique qui montre que l'homosexualité est chérie, est louée, est poétisée. Dans l'île de Lesbos, il y a des poétesses comme Sappho, etc. C'est le meilleur amour, c'est qu'un vieux avec un garçon de 12 ans, 13 ans. La pédophilie. C'était le meilleur amour dans la Grèce ancienne. Ah. Tu étais même marié et tu disais à ta femme, je viens de chez les prostituées du Boxon. La presqu'île de Corinthe avait les meilleures positions, moi les plus recherchées en Grèce. L'homosexualité, pour eux, c'est naturel, c'est même souhaité. La Grèce surtout, Rome, c'est la même chose, et l'Europe occidentale, au Moyen-Âge, c'est la même chose, etc. Et tantôt, ils jugent à cause de l'Église catholique. C'est péché, c'est pas bien, etc. Mais aujourd'hui, comme l'Église est faible, catholique, comme la chrétienté est presque moribonde en Occident, l'image là revient plus forte que jamais. Et même on autorise maintenant une étape supérieure. Au lieu de faire l'amour entre homme et homme, femme et femme, maintenant on peut se marier. C'est-à-dire fonder famille. Fonder famille, c'est absolument étrange. Etc. Mais parce que l'Église même catholique qui sonne les valeurs est faible. Il n'y a plus de catholicisme en Occident. L'Église catholique est moribonde. Il n'y a plus de chrétienté. Personne n'y croit maintenant. Il y a le rituel, il y a la liturgie, mais il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de saints. C'est fini. D'où l'émergence de ces phénomènes que même l'Église tolère. Même. Qui suis-je pour juger? Ah oui. Voilà. Nous entendons ça. Voilà. Donc on tolère ça avant. Bon. Mais on peut se demander, tantôt quand dans les années 1960, dans toutes les facultés de médecine de France, on enseigne que l'homosexualité est une déviation. Une déviance. On enseignait ça, c'était une maladie. Dans la même France, dans les années 60, 65, 70, on enseignait l'homosexualité comme une maladie, une pathologie. Le même Occident enseignait ça, dans leur propre faculté de médecine. C'était une pathologie. Il fallait être malade pour se vouer à l'homosexualité. Maintenant, avec la drogue, les marijuana, les cocaïnes, la drogue artificielle, on a toute la jeunesse occidentale européenne est absolument dans la drogue, sans exception. Tous les jours, on arrête des bateaux à l'Orient, à La Rochelle, etc., dans les ports français qui viennent tous les aéroports de chez eux là-bas. Voilà, le Mexique. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau. C'était pour donner un aperçu du professeur Théophile Obenga, dont on parlait ici, ce grand champion du panafricanisme et de l'égyptologie, ce disciple de Cheikh Anta Diop, c'est le dernier des dinosaures, qui nous est resté, qui nous sert de phare et de repère, à qui nous, en tant que panafricanistes du Congo, avions dédié ce trophée de grand champion du panafricanisme et de l'égyptologie, lui qui nous ouvre les yeux, et là, sur l'homosexualité, comme pour dire, ce n'est pas africain, ce n'est pas égyptien, comme on veut nous l'entendre, nous le dire, nous le faire croire pour que nous y adhérions, comme pour dire, ils peuvent accepter cette chose-là. Chez eux, c'est naturel, mais qu'on ne nous l'impose pas. On revient sur ce plateau. Professeur, la dernière ligne droite pour vous, c'est 6 minutes, mais on vous en donne 5 pour donner un aperçu au peuple qui nous suit, leur faire un résumé du panafricanisme au XXIe siècle et la relation qu'il y a avec la Renaissance africaine. Donnez-leur une idée de ça. Absolument. Le panafricanisme, n'est-ce pas, c'est la conscience. Je vais directement à la définition que nous en donnons pour le XXIe siècle. Et peut-être faire un backtracking, comme on dit en anglais. Le panafricanisme au XXIe siècle, c'est la conscience de la nécessité d'une solidarité entre Noirs, du fait de l'inextricabilité de leur destin. Notre destin est lié.
Parce que le panafricanisme repose sur deux piliers au XXIe siècle. Au XVIe siècle, au XIXe siècle, il reposait sur un autre pilier qui est différent maintenant. La conscience, mais dans tous les cas, le premier pilier ne change pas. La conscience de la nécessité d'une solidarité entre Noirs du fait de l'inextricabilité de leur destin. N'est-ce pas? Et je reviendrai pour expliquer ça. Le deuxième pilier, c'est lui qui change en fonction du temps. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ce destin-là, il est intrinsèquement lié à la place qu'occupe l'Afrique sur la carte géopolitique mondiale. Ça, c'est le deuxième pilier aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc, le panafricanisme, si tu prends les deux piliers, il y a un pilier constant, mais il y a un pilier qui change. Au XIXe siècle, quand il parlait de ça, n'est-ce pas, c'était la libération des Noirs, n'est-ce pas, dont le mouvement indépendantiste, le mouvement des droits civiques et tout cela, n'est-ce pas. On ne s'était pas rendu compte de la dimension, que le rôle que joue l'image de l'Afrique sur comment est-ce que les Noirs sont traités à l'intérieur du monde. Donc cette dimension s'est ajoutée à ça. Au départ, le panafricanisme, quand il s'appelait, parce que ce n'est pas toujours le même nom que le panafricanisme, n'est-ce pas? Au départ, ça s'appelait mouvement, n'est-ce pas, des conventions noires, des négros, n'est-ce pas, de Negro Convention, n'est-ce pas, ça s'appelait comme ça. Parce que le négro, en Amérique, c'était un noir esclavagisé. Un noir qui n'est pas esclavagisé, il s'appelait colored person, une personne de couleur, n'est-ce pas? Ça, c'est entre 1800, vers le début du 19e siècle et le milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, quelque chose de très important s'est passé aux États-Unis. Il y a eu ce qu'on appelle le Fugitive Slave Act, la loi sur les esclaves fugitifs, n'est-ce pas? Et la loi sur les esclaves fugitifs a tout de suite mis en danger toute personne noire, de couleur noire, parce qu'il suffisait qu'un blanc t'accuse d'être son esclave, même s'il ne te connaissait pas de sa main, et donc son témoignage unique suffisait, n'est-ce pas? C'est ainsi que les Noirs qui étaient libres, qui étaient des colored, se sont rendus compte que nous, maintenant, on est menacés. On est menacés comme les autres. Et ceux qui ont suivi le film 12 ans d'esclavage, n'est-ce pas, 12 Years of Slavery, c'était un grand monsieur, n'est-ce pas, grand musicien du nord de New York, qui a été kidnappé par des voyous, n'est-ce pas, et il a été transformé, n'est-ce pas, pendant 12 ans. C'est finalement après 12 ans qu'ils sont venus, que des gens sont venus pour témoigner, le gouverneur de l'État de là-bas, pour témoigner en Mississippi que ça, c'était un homme libre, il ne faut pas. Donc c'est comme ça qu'il a été libéré. Donc en ce moment-là, quand cette loi-là a été passée, c'est devenu le mouvement des conventions des personnes de couleur, n'est-ce pas? Et c'est vers 1893, la première conférence panafricaine a été convoquée à Chicago, Chicago d'ailleurs, dans l'État de l'Illinois. C'est une ville qui a été fondée par un noir de Haïti, par exemple. C'est la première fois qu'il y a eu convention noire. Maintenant, en 1900, l'association africaine de Sylvester Williams de Trinidad, n'est-ce pas, qui avait soutenu, n'est-ce pas, que l'Angleterre ne s'insère pas dans la guerre de l'Éthiopie contre l'Italie, n'est-ce pas, quand le non-soutien de l'Angleterre et le soutien indirect par des armes de l'Angleterre et la France ont aidé Menelik à battre les Italiens à Doha le 1er mars 1886, il y avait un Haïtien qui était venu, qui était l'aide de camp de Menelik. Il s'appelait Benito Sylvain. Il y avait un autre ami qui s'appelait aussi Anthony Firmin, un des grands fondateurs d'Haïti, des grands panafricanistes d'Haïti. N'est-ce pas? Menelik leur a dit qu'on va célébrer ça. Et c'est comme ça que le premier congrès panafricain s'est tenu. N'est-ce pas? C'est à ce congrès-là que le mot de ce mouvement-là, de cette conscience, de cette idéologie, a commencé à apporter l'habit panafricain. Panafricain. Là, nous sommes en 1900. Là, nous sommes en 1900. Et c'est ainsi que W. Du Bois, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens disent que Sylvester Williams est le fondateur du panafricanisme. Non. L'habit que porte le mouvement, c'est plus connu quand Sylvester Williams, n'est-ce pas, son association, avec le sponsor de Menelik II, n'est-ce pas, et la direction de Benito Sylvain,
à organiser ce congrès-là, d'où W.B. Du Bois était. Jusqu'à cette période, n'est-ce pas, c'était ça. Maintenant, après cette période, n'est-ce pas, W. Du Bois a commencé à organiser ce qu'on appelle les congrès panafricains, avec l'aide de Blaise Diagne, n'est-ce pas, en 1919, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que beaucoup de gens, parce que le mouvement panafricain à l'époque était beaucoup plus, ce mouvement-là, n'est-ce pas, avec ses différents noms, était surtout contrôlé par l'Église. C'était un mouvement beaucoup plus de l'Église noire, n'est-ce pas, avec les Richard Allen. C'est en ce moment-là que le panafricain a commencé à être laïque. Professeur, avec votre permission, on va mettre une pause. Et on avoue, mesdames et messieurs, que quoi que se disons panafricanisme, nous le crions sur tous les toits, mais nous ignorions tout de l'histoire même du panafricanisme. Et le professeur, vous nous disiez dans les coulisses que c'était même dans les cales des bateaux avec les fers au poignet, au pied, que l'idée même, la conscience est partie de là, de ces cales sombres-là, du panafricanisme que nous vivons aujourd'hui. Donc nous ignorions tout. Professeur, vous ne repartirez pas sans que vous nous fassiez un cours sur cette affaire-là de panafricanisme, mais vous êtes là. Vous allez en RDC, vous revenez. En tout cas, on a compris que c'est quelque chose de fort, de puissant, et qui devrait concerner au premier chef les gouvernants, les chefs d'État, que normalement, vous devriez les rencontrer, vous devriez normalement composer avec eux, et ils ont intérêt à vous recevoir et à composer avec vous. Mais puisque l'agenda est très chargé et que ça ne peut pas se faire comme ça soudain, brusquement, tout à coup, peut-être que vous reviendrez. Mais si vous étiez donné de vous adresser aux autorités, de leur dire ce pourquoi vous êtes, de leur adresser un message, de lancer un appel en direct, ce serait bien. Ils vont recevoir assis dans leur fauteuil chez eux. Que leur diriez-vous? Je leur dirais que, chers frères et sœurs africains qui avaient le privilège de gérer nos États, nous voulons que vous ayez beaucoup plus de pouvoir, de marge de manœuvre, de contrôle de l'exécution ou l'exécutabilité de vos décisions, des politiques que vous êtes choisis. C'est pour ça que le mouvement fédéraliste panafricain travaille. Nous travaillons pour pouvoir permettre aux leaders des États africains d'avoir les moyens de leur politique. C'est pour ça que nous travaillons. En clair, vous êtes venus les aider. Nous sommes venus les aider, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un leader africain qui ne veut pas le bien de son peuple. Tous ils veulent. Il n'y a aucun leader africain qui aime voir les jeunes ne pas avoir de travail. Il n'y a aucun leader africain qui aime voir sa jeunesse mourir dans l'Atlantique. Il n'y a aucun, ça les pince au cœur. Ça fait très mal. On est tous des Africains, n'est-ce pas? Mais le problème, le système qu'ils gèrent, n'est-ce pas, ne leur permet pas de faire certaines choses. Et ce qui empêche justement à ces chefs d'État de faire certaines choses, ce sont certaines portions de souveraineté dont la gestion pose problème, n'est-ce pas, à nos États qui ont été justement construits pour que ça pose un problème. Parce que les indépendances n'ont pas... De Gaulle, tous ces gens-là, ils ont calculé l'indépendance. Professeur, on vous arrête là, parce qu'il nous reste 3 petites minutes et on ne peut pas acheter. Le message est passé pour les chefs d'État, pour les dirigeants africains. En tout cas, on a intérêt à collaborer avec le mouvement fédéraliste panafricain qui n'est en rien du tout de l'opposition politique, qui n'est pas venu nous mettre les bâtons dans les roues, qui ne critique pas, qui au contraire vient aider de par la base le sommet à bien fonctionner pour qu'il y ait de la valeur ajoutée, sinon un grand respect du continent africain à l'extérieur. Mais professeur, une question de grande importance. Normalement, vous avez 1 minute pour répondre, normalement les panafricanistes sont de nature des opposants farouches au régime en place. D'où vient-il que vous ayez cette différence? Ça se justifie comment? Ça, ce n'est pas des panafricanistes, ce sont des infantilistes. Des infantilistes? Non, parce que le panafricanisme... Explication. Parce que le panafricanisme... En 1 minute. Le panafricanisme, c'est pour la restauration de la souveraineté. La restauration de la souveraineté et la réparation de la dignité des Noirs. C'est ça le panafricanisme. C'est pas de brutaliser les dirigeants, de les injurer, c'est de corrompus et tout ça. Dénonciation n'a rien à voir avec ça. Il n'est pas la cause, n'est-ce pas, du non-respect des Noirs quand ils sont en Sibérie. Ah non, non, non. C'est pas le responsable du fait que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, nous chargent des taux de crédit usuriers. C'est pas lui, il ne veut pas ça. Lui aussi, il est victime. Il est victime comme de les ça. Autres. Comme les autres, comme les Macky Sall.
Très bien. Donc, le panafricanisme... Vous avez 30 secondes pour conclure. Le panafricanisme, c'est justement pour restaurer cette capacité à tout le monde. N'est-ce pas? Le linge sale se lave en famille. En famille. N'est-ce pas? Lavons les gens en famille. Reprenons le contrôle de nos destinées. C'est ça le panafricanisme. Très bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Le message est passé, mais on fera revenir le professeur sur ce plateau malgré son agenda hyper chargé. On a compris une chose, le panafricanisme au XXIe siècle ne devrait pas être ce que nous disons et nous faisons depuis tout ce temps-là. Parce que si nous connaissons les causes exactes des souffrances de l'Afrique, nous ne serions pas là à invectiver ou à injurier ou bien à combattre les chefs d'État, les dirigeants, parce qu'eux aussi sont victimes d'un système. C'est ce que le mouvement fédéraliste, fédéraliste panafricain, merci, a compris depuis longtemps. Voilà pourquoi ils viennent dialoguer, échanger avec les dirigeants, avec le pouvoir public, avec les populations sur la base, pour éveiller les consciences, pour faire comprendre à tout le monde, pour que nous conjuguions nos efforts, mutualiser nos énergies, nos moyens, et afin que nous puissions aboutir à la renaissance africaine. C'était donc avec plaisir le panafricanisme au XXIe siècle et la renaissance africaine. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Okay.